je suis parti de ce que j'appelle le paradigme sacramentel, hein. Donc l'idée que la vérité judiciaire a été pensée au départ comme la vérité d'un sacrement. Et c'est ici que je rejoins la philosophie et la théologie médiévale, parce que quand les médiévaux réfléchissent sur l'idée de vérité, ils ne réfléchissent pas du tout, ou ils ne réfléchissent pas exclusivement sur la vérité d'un énoncé. Il fait nuit, est-ce que ma parole est vraie? Est-ce qu'elle est vraie parce qu'elle correspond à une réalité du monde extérieur? Saint Anselme, par exemple, se pose cette question-là, mais il la réfère directement à une autre question qui est à ses yeux primordiale. À quelles conditions un sacrement est-il vrai? Qu'est-ce que ça veut dire, la vérité du Christ dans les espèces du pain et du vin de l'Eucharistie, hein? Veritas id est Deus. La vérité, c'est Dieu. Hein? Et donc, si je me demande, lorsque je me demande est-ce que mon dire est vrai, même quand je dis une chose aussi élémentaire qu'il fait nuit ou il fait jour? Eh bien, je ne peux pas penser ce rapport à la vérité en dehors d'une réflexion sur les sacrements qui me conduit à cette idée qui va dominer et qui domine encore toute la théologie catholique des sacrements, sur cette idée qu'il y a deux vérités, une vérité intrinsèque qui est une vérité de correction rituelle. Si la messe a été faite correctement par un vrai prêtre est quelqu'un qui a reçu une vraie ordination de quelqu'un qui était lui-même prêtre, qui avait reçu l'ordination d'un autre, etc., en remontant jusqu'aux apôtres et jusqu'à l'investiture des apôtres par le Christ. Si c'est un vrai prêtre qu'il conduit le rituel convenablement, eh bien, lorsqu'il prononce la parole sacramentelle hoc est corpus meum, ceci est mon corps, cela produit la vérité du sacrement, c'est-à-dire que le Christ est effectivement présent dans les espèces. Mais il y a une seconde vérité. Ça, c'est la vérité première qui est la vérité intrinsèque, mais il y a une seconde vérité, c'est qu'il est tout à fait possible que ce sacrement-là ne soit pas efficace, parce que le prêtre, par exemple, est un prêtre qui est en état de péché mortel. Donc il a passé la nuit du samedi au dimanche dans un lupanar et le dimanche matin il s'est battu à coups de couteau, il a laissé un de ses adversaires pour mort, et puis bon, il n'a pas le temps de se confesser, mais il dit la messe. Bon, et bien peu importe, hein, le rituel de la messe est efficace, il y a bien présence réelle du Christ, mais il y a un degré de fausseté, c'est-à-dire que le sacrement ne confère pas la grâce à l'égard de quelqu'un, alors dans ce cas-ci l'officiant, mais ça peut être aussi un des communiants, il ne confère pas la grâce parce que les communiants sont en état de péché mortel, parce qu'ils ne croient plus, parce que pour toute une série de raisons. Bon. Et cette double vérité du sacrement, elle est toujours présente dans dans le système de common law, où là c'est parfaitement clair. Donc je citais tout à l'heure la formule I plead guilty, hein, je plaide coupable. Alors je plaide coupable est une parole qui est absolument performative, qui a une vérité intrinsèque indiscutable. Je ne peux pas me dédire. Une fois que j'ai décidé de plaider coupable, je ne pourrais pas dire tout compte fait, non, après tout je me ravise. Dans la procédure française, on peut toujours changer sa version. Oui, j'ai fait ça, non, je ne l'ai pas fait. À chaque fois, le juge est obligé de vérifier la version, la nouvelle version du justiciable. Je plaide coupable, en revanche, est une parole absolument performative qui lie le juge et qui lie celui qui la prononce. Elle crée par elle-même une vérité judiciaire, mais qui est une vérité de type sacramentel, c'est-à-dire produite par le rituel, alors que
l'Anglais et les Américains savent très bien qu'il y a une vérité des faits qui est autre chose. Il y a des raisons pour lesquelles cet acte ont été commis. Il est tout à fait possible que celui qui dit je plaide coupable réfléchisse en se disant le dossier est contre moi, par ailleurs je suis déjà récidiviste, qu'est-ce que je risque si... Bon, il y a toute une série de calculs qui sont à l'arrière-plan, tous ces calculs disparaissent, hein. C'est l'adage de la justice anglaise, justice before truth. Justice before truth, en fait ça veut dire que l'objectif principal c'est la justice, si la procédure a été loyale, si elle a été correcte, et si donc la parole en question a été prononcée dans des conditions correctes, elle crée une vérité qui n'est pas la vraie vérité. Il y a un écart qui est assumé, et assumé constamment entre la production de la vérité judiciaire et ce qui va être la vérité tout court. Et toute la common law se concentre sur les conditions processuelles, les conditions de procédure de genèse de la vérité judiciaire. C'est justice before truth. Si la procédure est menée loyalement, alors à ce moment-là, on ne va pas aller chercher véritablement ce qu'il y a derrière, derrière la parole du justiciable ou derrière le verdict du jury. On ne sait pas. Bon, le jury décide peut-être contre tout bon sens que quelqu'un que des policiers blancs qui ont abattu un noir étaient en état de légitime défense. On ne sait pas très bien pourquoi ça arrive, mais de toute façon, peu importe. Peu importe si la procédure a été menée correctement, même s'il paraît évident aux yeux de tout le monde que le verdict est injuste, que le verdict en tout cas n'est pas conforme aux faits, on ne va pas y regarder de plus près. Alors au contraire, dans la famille romano-canonique, on s'est complètement écarté de ce régime des doubles vérités et on met en place... je vais abréger, je saute directement à la conclusion, que je pourrais appeler un régime des trois vérités. Un régime des trois vérités qui est parfaitement énoncé par Raymond de Peñafort. Raymond de Peñafort était un juriste clerc qui a composé un des monuments du droit canonique médiéval, les Décrétales dites de Grégoire IX, qui était le chapelain du pape Grégoire IX, et en même temps il était confesseur. Il a rédigé un manuel de confesseur et il a rédigé des travaux de doctrine juridique, et il distingue trois formes de connaissances. Je vous dis, je saute les étapes et j'arrive au bout. Quand un prêtre exerce la justice, il peut connaître, alors, ut Deus, ut homo, ut iudex. Ut Deus. Ut Deus, c'est quand il entend dans la confession. Parce que la confession, en tout cas le caractère obligatoire de la confession annuelle, a été posé par le 4e concile de Latran de 1215, exactement en même temps qu'on prohibait l'ordalie. C'est pas du tout fortuit. Qu'est-ce que c'est qu'un prêtre qui entend en confession? C'est quelqu'un qui communique une certaine version de certains faits, mais qui la communique à Dieu, mais qui est liée à un secret absolu. La confession est un acte de juger. Le prêtre est un juge. Il peut donner ou refuser l'absolution. Et Dieu est d'ailleurs lié par l'absolution que le prêtre donne ou ne donne pas. Il lie la justice divine d'une certaine façon. C'est ce qui reste de l'idée de jugement de Dieu dans la culture catholique. Mais en même temps, ce jugement est absolument secret. C'est-à-dire qu'il crée une barrière à la communication de ce qui est révélé par la confession, et je crois qu'on peut montrer, quoique je ne l'ai pas fait dans mon livre où il y a déjà beaucoup de choses, donc il n'y a en tout cas pas ça, mais que ce secret de la confession, c'est en fait l'archétype de tous les secrets qui sont opposables au juge. Le secret médical, par exemple. Le médecin n'a pas à transmettre à un juge ce qui lui a été confié ou ce qu'il a découvert à l'occasion du traitement d'un de ses patients, ou le secret de la consultation de l'avocat. L'avocat qui
qui donne une consultation est finalement très près du confesseur en réalité. Il n'a pas à révéler au juge ce que son client lui a confié dans le secret de son cabinet. Nul n'est témoin sous la robe. Alors, il y a ce que le juge connaît ut homo, c'est-à-dire que le juge lui-même a une vie, il peut parfaitement être témoin d'un accident de la route ou être témoin d'un meurtre. Et dans le contexte des sociétés médiévales, la proximité du juge et du justiciable était encore plus grande qu'elle ne l'est de nos jours. Il avait encore plus d'occasion d'être témoin de beaucoup de choses, qu'on lui révèle beaucoup de choses. Bon, mais ce qu'il sait ut homo ne compte pas. C'était pas absolument secret, mais lorsqu'il est juge, il n'a pas à en tenir compte. Alors, il y a ce qu'il connaît ut iudex, et ce qu'il connaît ut iudex, il doit le connaître à la suite d'une procédure qui est très rigoureusement définie dans ses formes. C'est-à-dire qu'elle doit être contradictoire, et puis il y a la mise en place médiévale de la procédure d'enquête, la recherche par le juge de la vérité, recherche cadrée, cadrée par l'objet du litige. Le juge n'est pas en droit de chercher tout ce qui lui tombe sous les yeux. Il est strictement lié par l'objet du litige lui-même, et c'est ainsi qu'apparaît un droit de la preuve qui est en fait la matrice du droit de la preuve de tous les États continentaux, du droit français, du droit allemand, etc., etc., etc. Mais qui n'existait pas, par exemple, en droit romain ou en droit grec ancien, où là le juge est complètement libre de faire sa conviction comme il veut, qui n'existe pas non plus en droit chinois. Traditionnellement, le juge chinois cherche sans avoir aucune limite de ce qu'il peut ou de ce qu'il ne peut pas chercher. Alors en fait, avant de conclure, ce que je voulais dire, c'est que j'ai mis en chantier un second livre. J'ai du mal à parler du livre que j'ai déjà écrit sans faire une allusion à celui que je suis en train d'écrire pour le moment, parce que bien entendu c'est lui qui m'occupe, qui est une espèce de prolongement en quelque sorte du premier, dans la mesure où c'est un peu la même méthode, c'est un peu la même démarche, mais appliquée à un objet différent. L'objet étant cette fois-ci les origines du droit romain. Les origines du droit romain, donc il ne s'agit plus d'histoire médiévale, mais il s'agit d'histoire de la Rome antique, et avec un déplacement d'objets, ce n'est plus une histoire qui est centrée sur la résolution du litige. Toute la grâce des juges, le problème central de la grâce des juges, c'est la façon dont on tranche les procès. Le problème de l'origine du droit romain, c'est la façon dont on produit une norme qui est censé prédéterminer tous les procès à venir. C'est la production d'une norme prédéterminant l'avenir. C'est une conception du juridique, finalement, qui nous est beaucoup plus familière. Approcher le droit par la résolution des litiges, c'est très anglo-saxon, c'est très anglo-américain, c'est très analytique. Approcher le droit par la norme, c'est très français ou très allemand, c'est-à-dire on crée une espèce d'univers abstrait, et le jugement est compris comme l'application de cet univers abstrait. Alors, dans cette recherche, j'adopterai un plan qui est tout à fait semblable à celui que j'ai suivi dans la grâce des juges, c'est-à-dire qu'il y aura un chapitre substantiel initial, anthropologique, complètement anthropologique, cette fois-ci d'ailleurs avec une attention particulière aux américanistes, non plus aux africanistes, et une attention centrée sur l'anthropologie de la parole,
qu'est-ce que c'est que la parole? Alors Dieu sait si l'anthropologie de la parole a été copieusement traitée par toutes sortes d'anthropologues de toutes les régions du monde. Ce qui m'intéresse, c'est la parole en tant qu'elle fait norme. Qu'est-ce que c'est que communiquer, transmettre la norme de quelqu'un d'autre, ou donner soi-même un ordre à autrui, ou s'engager soi-même à faire telle ou telle chose. Et le passage au droit romain se fera alors parce que je pense, c'est la thèse que je vais soutenir, que le droit romain n'est pas plus un surgissement spontané venu de la nuit des temps que le jugement de Dieu ne vient de la nuit des temps. Il y a un début, il y a un commencement, et qu'on peut arriver en sollicitant les sources à mettre à nu ce commencement qui se trouve dans une certaine pratique des traités. Je crois que le foedus, le traité en latin, est à la base de tout cela. Et puis, je vais essayer de montrer que, et de nouveau, ce sera un déroulé à partir du point de départ, que la forme des actes juridiques, y compris d'ailleurs et surtout des actes juridiques qui sont toujours ceux de nos régimes juridiques, donc le testament, qu'est-ce que c'est que se désigner à soi-même un héritier, le contrat, qu'est-ce que c'est que se mettre d'accord avec quelqu'un d'autre pour créer des obligations mutuelle, l'adoption, etc., que ces formes-là, les formes que prennent ces actes, ne peuvent pas être pensées sans référence au point de départ. Et que, du coup, la rationalité juridique romaine, c'était l'objet d'un colloque qui a eu lieu là, tout récemment, il y a 2 mois, sur la pensée juridique romaine, et où j'ai mis en cause la question de l'universalité. Donc il y a cette idée qui est très ancienne, que la rationalité juridique romaine est une espèce de rationalité abstraite. Et là, vous évoquiez les modèles géométriques. Les modèles géométriques ont été très présents dans l'histoire et la philosophie du droit, en particulier au XVIIIe siècle, au temps de Leibniz ou des justes naturalistes allemands de cette époque, qui pratiquaient ce qu'ils appellent le mos geometricus. Le droit est une forme de géométrie. L'idée étant que, au fond, peu importe que ce soit les Grecs qui aient inventé la géométrie euclidienne, puisque les lois de la géométrie euclidienne sont valables partout, eh bien, peu importe que ce soit les Romains qui aient inventé le droit qui porte leur nom, parce que, de toute manière, on peut trouver partout des contrats, des adoptions, des testaments,